Si. Petite morsure. Petite morsure, ça y est? Ça y est. Ah putain, Ça y est. elle fait partie du système. Ouais, un pitbull enragé. Il y a un traumatisme qui sera même pas en fait rattrapable en fait toute sa vie, vu qu'il vient de vivre ça. Toute sa vie, il va avoir un berger allemand en fait arrivé sur sa tronche, le petit coquin, il va tout de suite se dire putain, peut-être que ça va faire pareil comme Et toute sa vie, quoi, d'accord, c'est un truc de ouf quand même. Juste parce qu'il y en a qui captent pas ça. Juste tenez vos chiens, gardez-les en fait autour de vous. Si en fait après la personne en face elle est ok, si le chien est ok, bah là c'est différent quoi, tu vois. Ah oui, complètement, ils savent jouer. Ouais, mais ils jouent ensemble les deux quoi. Ils savent jouer, ils savent s'arrêter, et enfin c'est surtout Roupi qui s'est arrêté là-haut. Mais par exemple, toi j'ai deux petits chiens qui doivent faire même pas 10 kilos et qui ont 15 ans tous les deux. Clairement, eux ils sont tranquilles dans leur fauteuil, on les fait pas chier parce que voilà, les chiens ne vont pas vers eux parce qu'ils ont pas envie, ils ont plus l'âge de ça. Pour revenir sur la garde, oui bah mon chien il garde c'est normal, mon malinois il garde c'est normal, et après il nous appelle parce que ouais mais il arrête pas de gueuler, parce qu'en fait il y a des limites. Si tu réveilles son instinct et que tu le laisses se conforter dedans en fait, mais après c'est une galère aussi de stopper la garde. Bien sûr. Les émotions du bébé, le développement du cerveau, c'est pas votre truc apparemment. Le chien n'a pas la notion de bêtise, c'est juste qu'il était en stress. Et on est en 2023, renseignez-vous sur les connaissances en éthologie, les émotions du chien, le développement du cerveau. Au lieu de votre petit confort, la maltraitance qui s'ensuit. Alors pour petit confort, je bois une petite goutte de bière dans mon canapé bien confortable. Ça n'empêche que tu es un peu... Enfin voilà, nous on est sur du positif au maximum, c'est mon idée d'éducation, d'essayer de renforcer au maximum positivement les choses. Mais à un moment, dire merde à un chien quand tu fais n'importe quoi, tu sais pas te tenir, mille fois. C'est pas la maltraitance. Ça s'apparente pas de la maltraitance. Là on dit que c'est viable, enfin c'est pas viable, mais on dit que c'est possible. Mais viable en société, je sais pas si c'est possible. C'est quelqu'un qui est retraité à 45 ans et qui a 70 heures par semaine enfin j'exagère sur tout là. Qui passe sa vie en fait à... Mais voilà, qui passe sa vie dedans. Et il faut avoir les aussi, hein. Chiens avec pas trop moteur. Tempérament avec moteur. putain. Et je me mettais pas ton oreille. Ah putain, l'inverse de mots quoi. Et j'adore ça. Et pourquoi? Parce que je le récompense par son patron moteur. Et donc du coup je le fais. Après ils ont tous des patrons moteurs. Ouais, alors il y a des patrons moteurs, pas tous. Enfin, peut-être tout chien. C'est un travail, oui. Ah, ça peut être un bon débat pour la prochaine fois. Au chien. Santé. Santé. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Tout va bien. Le temps. Mieux que le temps. Mieux que le temps, c'est clair. Non, gars, il fait beau comme tout. C'est incroyable. On est arrivé derrière les vitres, c'est ça. On arrive au moment où en fait il faisait beau. Pauline, toujours pas. Si. Petite morsure. Petite morsure, ça y est? Ça y est. Ah putain, Ça y elle est. fait partie du système. Ouais, un pitbull enragé. Oh putain. Non, un chien golden de 5 mois. Voilà. Dans quelle situation? Dans quelle situation? En fait, elle a voulu manger un mouchoir. Donc je suis allée lui chercher dans la gueule et puis c'est là qu'on a découvert en fait qu'elle faisait un petit peu de protection de ressources. J'en ai parlé avec la propriétaire et effectivement chez elle le fait aussi. Donc eux ils savaient qu'elle faisait de la protection. En fait il m'en avait parlé mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Je pensais pas que c'était autant. Dès que je lui ai pris en fait direct elle a pété un câble et puis elle m'a chopé le doigt donc on travaille là-dessus. Et du coup en fait c'est quoi le travail que tu as mis en place? Là je l'ai pas encore revu depuis, mais on va essayer de travailler en fait sur le lâche, le don avec des os, avec des choses un petit peu plus grandes pour qu'elle ne choque pas mon pouce au passage. Et est-ce que tu penses qu'il faut éviter la situation ou il faut lui apprendre à la vivre? Ah non, il faut lui apprendre à la vivre parce que sinon ça va être une catastrophe, surtout qu'il y a 2 enfants en bas âge. Donc si elle commence à prendre des jouets et puis que mettre les mains, voilà. Ouais, je pense que l'exercice du laisse, du lâche, de la mise en situation en fait est quand même en fait l'exercice principal à mettre en place, je pense, dans ce genre de situation. Et puis voilà, mais, effectivement sur un chiot de 5 mois c'est toujours en fait un petit peu stressant pour le propriétaire. Ouais, puis surtout que les enfants sont petits donc non. Alors qu'en plus elle est gentille comme tout, c'est une crème absolue. Oui, bon ça faut pas le dire. Ouais. C'est vrai quand tu la vois comme ça la chienne, tu te dis bah, c'est une crème absolue et tu vois ça veut rien dire encore une fois. Il suffit qu'une fois elle a fait un pas en arrière quand ça a grogné ou quand ça passe un petit peu, que la dame elle a pas osé en fait aller mettre les mains dedans, ce que je peux comprendre. Et du coup en fait la chienne elle a compris et maintenant en fait elle dégage tout le temps. Mais bon après ça arrive. Après là c'est au propriétaire, là c'est pour moi un truc comme ça.
Mes propriétaires, je leur parle pendant 20 minutes que c'est à 20 heures par semaine. Dès qu'ils sont à la maison, ils laissent traîner des mouchoirs, ils laissent traîner des jouets toute l'année. S'ils veulent, en fait, ils mettent une laisse pour éviter en fait, de mettre les mains dedans. Mais il y a un gros travail à faire là, surtout à 5 mois où ça peut être réglé. Je suis persuadé qu'en 3 jours, c'est plié. Elle est top, sa propriétaire, elle est top, elle bosse avec elle. Mais là, il y a une grosse mise en situation à faire. Après, pas trop, tu vois, seulement quand t'es présent, quand t'es concentré. Ah ouais, quand t'es présent, quand t'es concentré. Ah bah oui, c'est sûr. Sinon, ça va créer l'inverse. Ça va créer en fait beaucoup de conflits. Donc vraiment, en fait, en présence, quand on est concentré, limite on crée la situation, mais on sait qu'on est dans une situation. Et je pense que la laisse est une bonne solution. On peut la gérer. Ouais, c'est ça. Quand on a la capacité de gérer. Ok, on va répondre aux petites questions qu'on a eues sur les autres apérodogs. Première question, mon chien est réactif seulement quand il est attaché. Qui veut se lancer? Ah, quoi ça peut être dur? Je vais laisser Pauline faire, mais. Moi j'ai ma réponse, mais. Martin. J'ai une réponse aussi. Beaucoup. Pour moi, la laisse, bien souvent, c'est le propriétaire, encore une fois, qui va merdouiller, envoyer du stress, envoyer des signaux au chien qui a du danger, etc., se tendre, etc. Alors, bien souvent, ça vient de là, pour moi, les réactions en laisse. Et le chien a aussi un peu de mal à communiquer en laisse, en règle générale, plus de mal que quand il est lâché. Oui, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que la laisse est un bon lien avec le propriétaire et que si le propriétaire n'a pas la bonne attitude, et ben, tout de suite, en fait, il envoie des messages plus rapides, plus forts en fait, au chien et il le fait déclencher en fait, beaucoup plus rapidement. Après, je pense qu'il y a aussi cette notion en fait, de gestion des émotions où quand tu es en laisse, il peut moins s'exprimer, il peut moins reculer, il peut moins en fait, courir, manipuler, il peut moins en fait, lâcher d'énergie. Et du coup, en fait, ils montent beaucoup plus en pression et du coup, ça donne à l'œil humain un chien beaucoup plus réactif parce qu'il gueule, parce qu'il exprime ses émotions en fait, plus fortement. C'est juste qu'il est beaucoup plus en pression que quand en fait, il est en longe ou quand il est détaché. C'est pour ça qu'il y a plein d'éducateurs ultra positifs qui vont en fait, aller faire des chiens réactifs en longe pour libérer en fait, de l'espace et puis déjà avoir moins de réactivité. Après, c'est juste est-ce que c'est viable d'être toujours en longe partout en fait, dans toutes les situations en fait, je pense pas que ce soit viable, donc nous on n'est pas trop là-dessus, on fait de la longe beaucoup, mais en fait on adapte en fonction de la situation, quoi. Mais je pense effectivement que tu as raison, je pense que le lien déjà en fait propriétaire-chien qui est fait avec la laisse renforce un petit peu la réactivité. C'est ça, puis les appréhensions du proprio, si c'est, dès que le propriétaire voit un chien, il se tend, il se cabre, il ralentit, il fixe le chien, il envoie du stress, le chien c'est pour une éponge à émotion, du coup il reçoit tout ça dans la tronche. C'est ça, comme on a dit à la dernière. Et il prend des décisions qui sont bien souvent du coup pas les bonnes, c'est-à-dire défendre ou rediriger sur le congénère en face parce qu'il a l'impression de bien faire, bien souvent le chien. Alors hier j'ai vu un truc super, c'est que le proprio en fait, j'ai pas vu, il m'a expliqué en fait un truc super. Il m'a dit il y a un chien en fait agressif qui est venu et lui a voulu le dégager. Donc en fait, il a fait un pas vers l'avant, il a gueulé sur le chien et son chien l'a chargé en même temps. Tu vois, et son chien en fait, il a suivi l'attitude en fait, du propriétaire en pensant qu'il était en danger et il a voulu en fait, confirmer et aider son propriétaire en fait, dans la situation. Et du coup, en fait, il me dit mais du coup, en fait, comment je fais parce que si je dégage le chien pour pas que mon chien ait une mauvaise expérience, mais que mon chien il comprend l'inverse et qu'il agresse, en même temps, je suis pas bloqué. Donc après, nous, ce qu'on a travaillé, c'est sa capacité en fait, à envoyer de l'énergie et du jus, et que son chien n'intervienne pas dans l'énergie et le jus que le propriétaire en fait, envoie en fait, à ce moment-là. Nous on a passé en fait, un petit peu de temps en fait, à faire ça, et au début c'est vrai que dès qu'il a mis d'excitation même positive, tout de suite le chien, il a suivi l'excitation positive. Et du coup j'ai expliqué que dans l'excitation négative c'est exactement la même chose, et qu'en fin de compte s'il envoie de l'énergie négative, le chien il suit l'énergie négative, et tout ça, voilà. Donc en fait ça a appris en fait, à ne pas intervenir dans l'énergie en fait, de son propriétaire. Et après voilà, c'est compliqué, mais dans le principe en fait, là il est un petit peu bloqué en fait. Je le comprends. C'est compliqué surtout pour le propriétaire quand tu les lâches hors séance de comprendre comment bien envoyer les bonnes énergies et pas remettre ça dans la vie de tous les jours. C'est là où il va galérer un petit peu plus, je pense. Ouais, bien sûr. Il y a une différence entre l'excitation et pas une bonne énergie du coup, qui peut être positive ou négative, ou alors en fait après la communication ferme mais calme. Qui là est beaucoup plus productive en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il a fait un nom en fait sur l'autre chien en fait vraiment dans l'énergie, dans le mouvement, etc. Du coup son chien lui il a suivi. S'il était calme, s'il avait été calme, ferme, c'est facile à dire mais parce que là c'est vraiment en face, tu vois. Et lui en fait il a un cocker en fait
Ouais, donc il a stressé potentiellement sur son chien. Mais et du coup, en fait, après, encore une fois, je comprends. Quelle honte, encore une fois, par contre, qu'il se fasse agresser en pleine ville comme ça, par un berger allemand sans laisse. Sans laisse. Mais quelle honte absolue, tu vois. Le gars il se balade tranquille, puis d'un seul coup, il y a un gars qui te court dessus, il te menace, il t'agresse. On sait pas pourquoi, mais heureusement que nous, ça nous arrive pas tout le temps comme ça. Oui, mais ça fait faire 3 pas en arrière au boulot qu'on a mis devant. Le chien, il était pas réactif, c'est pour ça que on a parlé. Parce que le chien, jamais il avait agressé toute ta vie. Tu vois, le coquin. Jamais. Là, lui, face à la situation, lui, il a tellement d'énergie en face. Il avait rendu agressif en faisant ça, tu vois. C'est pour ça qu'il m'a dit ça. Il l'a déclenché, clairement. Il l'a déclenché. Mais en fait, après, je me dis, c'est pas si grave. En fait, est-ce qu'il avait tort? Non, il avait pas tort. En fait, il était vraiment en situation un petit peu inconfortable. Est-ce qu'il devait intervenir? Pour moi, dans mon cœur, il devait pas en fait intervenir, en fait, aider le propriétaire parce que c'est pas son rôle. Oui, c'est sûr. À ce moment-là. Mais quelle tristesse, encore une fois, pour. Tu vois, ça a marqué lui, ça a marqué le chien. Et puis voilà, et puis le propriétaire en face, il s'en foutait. Ils sont tapés. J'ai eu la même expérience il y a 15 jours avec un chien que tu avais vu, un petit roumain qu'on avait croisé au parc, on avait fait une séance ensemble. Le chien est génial, juste un peu flippé des chiens. J'ai un petit bulldog français avec une stéréoscopique. Le proprio est arrivé, le bulldog en fond de laisse à 5 mètres qui charge sur le chien. Forcément, le chien a réagi quoi, quelque part. Le chien a complètement raison. Quoi, et le maître, qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas de souci. Il y avait des poils plein la gueule de mon chien. Tu sors de séance, tu te dis, moi du coup, je deviens un petit peu désagréable dans ce moment-là. La personne en face, ce qui est logique. Quoi. Et lui n'était pas choqué. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça va nous créer du boulot, mais c'est pas l'idée quoi. C'est pas l'idée. Voilà, ça crée du traumatisme chez un chien qui est super équilibré, qui communique très bien et qui du coup était à la base en laisse courte. On s'est fait surprendre, on l'a pas vu arriver. Il y a un traumatisme qui sera même pas en fait rattrapable en fait toute sa vie, vu qu'il vient de vivre ça. Toute sa vie, il va avoir un berger allemand en fait arrivé sur sa tronche, le petit coquin va tout de suite se dire putain peut-être que ça va faire pareil. Et toute sa vie quoi, d'accord, c'est un truc de ouf quand même. Juste parce qu'il y en a qui captent pas ça. Juste tenez vos chiens, gardez-les en fait autour de vous. Si en fait après la personne en face elle est ok, si le chien est ok, bah là c'est différent quoi, tu vois, on y va, on prend du plaisir, en fait ils communiquent, ils sont respectueux et là en fait c'est le feu. Mais en fait arrêtez de laisser vos chiens courir sur tout le monde et de croire que tout le monde en fait a envie de jouer. C'est ça, des débats interminables qui vont pouvoir en parler à chaque fois. Je pense que les gens vont commencer à changer quand même, parce que après ton chien a besoin de liberté, tu peux pas. Pour moi, même un chien pas éduqué et pas forcément codé, il a quand même le besoin et la nécessité même d'avoir des moments de liberté, mais du coup tu choisis ton milieu, tu gères ton environnement, c'est ça, tu vas dans un endroit où il n'y a personne, où tu as de la marge, tu vois de loin. Le pire des endroits c'est là où on est, à la plage, sur la plage, tout le monde, c'est bon, il y a de la place, sauf que le chien, il voit un chien à 200 mètres, il va foncer dessus. Ouais, vous inquiétez pas, il est gentil, mais le mien il flippe et du coup ça part en bagarre, ou le mien flippe ou le mien n'est pas gentil. Mais du coup ça fait un effet où sur la plage il n'y a que des chiens en fait qui veulent jouer et qui sont positifs ou ultra positifs et il n'y a plus de chiens en fait, on peut pas aller sur la plage avec un chien en fait qui est pas forcément en fait stable. Qui a pas envie qui peut être même stable et qui juste n'a pas envie des chiens. C'est ça. C'est juste qu'il a pas envie de contact et tu te retrouves du coup avec des chiens sur la plage qui sont tenus en longe, qui ont peur, qui sont muselés parce que les propriétaires du coup ils disent je vais quand même aller sur la plage pour mon chien mais je vais le museler parce que je flippe qu'il y a un autre chien et tu te retrouves avec des chiens qui se retrouvent en stress. C'est ça. Alors qu'en vrai il n'y a pas besoin de stress, ça n'a rien à voir avec eux. Ça n'a rien à voir avec eux, c'est ouf. Moi je vois des clients qui se mettent en stress quand ils sont sur la plage, muselière, double longe, machin, et il allonge, il est 3 mètres et pas plus. Alors qu'en vrai, lui le chien il est nickel, c'est juste qu'il pense aux autres et du coup ils se mettent en stress eux et du coup le chien emmerdé. Il veut juste pas être emmerdé. C'est simple, c'est simple. Mais après ça faut le comprendre et il faut respecter. Il n'y a que chez le chien où il y a cette notion de dire tiens vas-y va voir un chien étranger, tu peux être invasif avec quelqu'un que tu connais pas, avec un individu que tu connais pas, il n'y a que chez le chien en fait que ça arrive comme ça. Mais bon, à mon avis ça va changer en fait à force d'expérience. Mais voilà, faut qu'on se balade avec une meute de chiens en fait qui n'ont pas envie. Des fois ça détend. Qui n'ont pas envie et ça. Là après encore une fois c'est respectueux parce que je pense qu'on parle aussi on parle peut-être de 25% en fait de personnes, tu vois. 75% ça se passe bien, c'est positif. Je pense que tu peux aller un peu plus haut que ça même. Globalement, oui, globalement il y a plein de chiens il y a pas mal ça, qui sont bien.
Non mais sur la plage, je pense que la plupart des gens ils vont pas sur la plage, ceux qui ont des chiens en fait un petit peu particuliers, qui veulent pas de contact, etc. Ils vont juste éviter la situation. Globalement, oui, tu parles de 25%, moi je pense qu'il y a 3%, mais 3%, voilà, t'en as assez pour croiser un chien qui te traumatise ton chien. Et pour peu que toi t'aies ton chien en laisse pour être un peu sécu parce que tu sais que ça peut partir en live, et ben tu vas créer des troubles chez ton kleps. Non mais c'est pas l'idée. Moi je fais maintenant avec Django par exemple en fait pour parler de la réactivité en fait où lui forcément par rapport à l'expérience qu'il a vécue pendant 6 ans en fait dans notre métier à nous, il a vu des gaillards en fait dans sa vie en fait plein de fois. Maintenant je fais que du contact positif, mais maintenant il joue avec tous les chiens, tu vois. Parce que je fais que du contact positif. Il accepte mais facilement, c'est moi qui gère tout. Travail derrière, des fois. Ouais, il y a un travail ouf. Du coup ça veut dire que je gère tout et ça veut dire que je viens pas à la plage en fait. Des fois je veux pas venir à la plage quand il y a plein de monde, parce que je sais qu'il peut y avoir un contact négatif. Qui va casser le travail et qui peut partir en live, et ça tombe, il aura raison, il y a une grande chance pour que Django ait raison. Il va expliquer ça. Et en fait, en face, ils vont péter un plomb parce qu'en fait, ils vont pas comprendre en fait, le pourquoi du comment, tu vois. Ils vont pas comprendre que l'harcèlement positif pour mon chien, c'est quelque chose qui est pas respecté, c'est quelque chose en fait qui, pour lui, il y en a ras-le-bol de se faire en fait harceler, c'est trop harcelé dans sa vie, et maintenant en fait, il y en a ras-le-bol, tu vois. Mais un chien qui les respecte bien, ben en fait il va kiffer, il va créer une bonne ambiance et voilà. Et si je fais en sorte que mon chien il ait que cette qualité là dans la vie de tous les jours et qu'il ait que des contacts positifs, et ben en fait mon chien pense que c'est normal et que les chiens sont comme ça. Oui, il acceptera beaucoup plus le chien qui va foncer à peut-être baisser et un peu mal se présenter au final, il va plus le tolérer. Mais encore une fois, tu as tout fait, c'est toi qui as fait le boulot de A à Z du coup, mais sans stress, sans laisse, ou alors sans action sur la laisse. Tu t'es pas dit à chaque fois qu'il y a un chien qui est arrivé pour au contact de Django, t'as pas pris ta laisse comme ça tout le temps, genre oh il va se passer un truc. Mais c'est nous, nos clients, qui nous appellent, c'est pour ça, parce qu'eux aussi sont stressés. Donc au final, pour eux, c'est hyper compliqué de gérer ça. En vrai, dans cette situation que tu viens de dire, il y a deux choix. C'est quoi les deux choix que tu peux faire dans cette situation? De quoi la situation? Quand il y a un chien sans laisse qui arrive, toi tu as un chien un petit peu réactif. Pour moi, dans mon cœur, moi j'ai deux solutions à ce moment-là. Oui, aussi deux. Oui, soit tu lâches tout, ou soit tu fais un laisse et tu te bats. Ouais, si le chien mais après, du coup, tu fais un laisse et tu dégages l'autre chien. Ouais, c'est ça. La deuxième solution, soit c'est ça. Alors, dégager l'autre chien, c'est pas évident. Si ton chien est en libre et que l'autre chien est en libre et qu'ils sont à 30 mètres de toi, ah bah oui, c'est sûr, ouais, c'est clair. Ouais, moi j'aurais un peu plus tendance maintenant à laisser faire au final, mais bon, quitte à ce que ça parte un peu en. Autant ils se mettront d'accord quoi. Tu laisses faire quoi. Oui, bah après normalement ils vont s'expliquer, mais bon. Moi non. Avec Django, ouais, mais ça va aller trop loin quoi. Mais du coup en 2 ans, j'ai changé totalement en fait son idée en fait des chiens, parce que j'ai fait une sélection et j'ai pris la main là-dessus, de ouf. Je suis capable en fait un chien qui vient et je sais qu'il y a des posturotes, je sais en fait qu'il vient en fait avec déjà une mauvaise attitude de loin. Et je me pose même pas la question. Ou je me barre, comme Alex dit, t'as appelé, je me barre, je dis ça sert à rien, je connais mon chien et ça va partir en vrille. Ou je dégage direct, non, reprenez votre chien, direct, pour leur dire non, c'est mort, ton chien, il est gentil de quoi, en fait, il arrive et il marche sur des œufs, il y a une crête au long du dos, et ça m'est arrivé là, en fait, ce week-end, tu vois. Mais il me dit ouais, non, mais ça va aller. Je dis non, mais je lui ai dit non. C'est pas ça va aller, c'est parce que le gars il est fluide là, je dis que ça va aller. Là il est fluide parce qu'il est à côté de moi, parce qu'il n'y a pas de contact, et lui pour l'instant il croit qu'il va pas y avoir le contact, tu vois. Donc en fait, c'est pour ça qu'il est fluide. Et ces gens-là, et alors après tu le travail que tu fais sur ton chien, ça va aller? Ok. Et là tu lâches Django. Ouais, non. Et tu leur prouves par A plus B, vous avez vu? Ça va pas, mais bon, tu tues tout le travail de ton chien. Mon chien, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et tu fais ça avec bagarre pour l'éviter, mais bon. Mais sur le principe, c'est pour leur mettre un coup de pression et leur dire bah non, en fait, je te dis non parce qu'il y a une raison quoi. Tu sais comment il va réagir, tu le sais. Bien sûr. Et puis ces gens finissent par nous appeler en vrai. Parce qu'à force, son chien il se prend 2-3 années, mais 2-3 années dans sa vie, tout de suite ça le marque. Et donc, du coup, il va devenir couillon alors que c'est juste parce qu'il se présentait mal. C'est ça. Mais en fait, après, c'est un apprentissage comme tout. Nous, après, on a la chance maintenant, c'est d'avoir l'école du show et de commencer dès le départ à tout ensemble et tout. Et ça, en fait, c'est un truc. Globalement, ça crée du chien social. Globalement, ça crée du chien social. De ouf. Avec Maybe, tu vois, qui met un peu de cadre. En fait, un chien adulte, en fait, qui est dans l'école du show, qui met un peu de cadre, en fait, qui gueule un peu sur eux. Même si c'est impressionnant des fois pour les gens. C'est un peu maman du groupe, quoi. Mais je trouve, en fait, c'est tellement important qu'elle le fait jamais, elle touche un show, tu vois. Elle le fait qu'en gueulant, parce que voilà. Cadre maman, c'est ça. Tu vois, tu mets Django là-dedans, il va cadrer différemment. Sur certains shows qui vont être trop couillus, un peu trop invasifs. En fait, il va cadrer en fait avec un petit passement, avec un petit contact physique, en fait, ce qui serait plus choquant pour les gens, alors que moi, dans mon cœur, ça serait pas choquant. Ouais, alors après, ça dépend à quelle mesure, à quelle force bien sûr. Il met son coup de bec maintenant. D'ailleurs, moi, ça me met une question là comme ça, où j'ai pas la réponse en fait. Et le mâle et la femelle, la femelle, elle aurait pas plus tendance à être meilleure là-dedans
d'envoyer les codes sur l'instant de maternité un peu. Si je te parle sur Maybe, je vais te dire oui parce qu'elle a une portée. Oui, voilà, un chien. En fait, forcément. Après, sur un chien lambda, est-ce que l'instinct maternel et tout, on va revenir en fait, ça j'en sais rien. Je pense que l'instinct maternel est créé par la mise bas et par les phéromones en fait à ce moment-là. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, je pense en fait que effectivement, moi, l'instinct maternel poussé, par exemple, elle voit un petit chiot malinois, direct, tu vois, elle change d'attitude, son cœur en fait change, tu vois. Mais ça marche que sur les chiots malinois. Parce que c'est sa portée quoi. Parce que pour elle, en fait, je sais pas, elle s'est conditionnée en fait un petit peu à ça. Elle a une attitude différente avec un chiot malinois qu'avec les autres chiots. Alors ça c'est Maybe. Du coup, tu crois que le mâle, enfin, tu vois, quand ton chien a un couple de chiens a une portée, finalement c'est la mère qui gère à peu près tout. Quoi. Un peu comme chez l'humain d'ailleurs. Oui, non mais clairement. T'as l'instinct mais tu vois, lui, il fallait pas l'emmerder. Il mettait du cadre quand même sur les choses, c'était excellent, tu vois, parce que un jour, je m'en souviens toute ma vie, il y a un chiot qui a été dans sa gamelle. Tu vois, mais moi je l'ai fait faire parce que bon, c'est la nature, je voulais voir en fait un petit peu comment ça se passait aussi, tu vois. Forcément, il y a du cadre. Ce qui est ouf, moi ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est qu'il n'y a plus un seul chiot des 9 qui a été. Et ça, j'ai trouvé ça hallucinant, tu vois. C'est-à-dire qu'il a cadré un seul et les autres, ils ont dit ouh, là-bas il faut pas aller. C'est pas bon. Et du coup, après, encore une fois, quand j'ai cadré, il n'a pas tué, tu vois, il a fait proprement en fait. Et en fait, quel bonheur aussi pour les gens qui adoptent un chiot qui a eu ce genre d'expérience, tu vois. Bah ouais, c'est sûr. Ils ont des limites, ils ont des trucs, ça c'est. C'est pour ça que les chiots adoptés trop tôt, enfin qui sont séparés trop tôt et tout, ils ont des troubles de dingue. Et à l'inverse, de plus en plus, et je pense que c'est dans l'air du temps, les gens, au lieu de les prendre à 2 mois, voilà, on sort les 3 mois et demi, parce que la meilleure éducatrice au monde, moi j'adore ça, enfin, moi je trouve ça génial parce que les ça dépend des conditions d'élevage. Hein. Ça dépend des conditions d'élevage. Avec une mère qui est équilibrée, qui s'occupe de ses chiots, etc., elle envoie quand même naturellement. Elle est meilleure que nous. Oui, naturellement, elle va pas le dire 50 fois non, elle va pas le dire 50 fois c'est bien. Les chiots, ils s'imprègnent beaucoup plus vite que l'interdit et les limites à pas passer. Ouais, je suis d'accord. Sur ça, et je trouve que ça crée des chiens plus facilement bien dans leurs pattes. Mais c'est sûr. C'est sûr et certain. Moi, je vais prendre un chiot, parce que j'ai l'ongle Maybe, tu vois, et que d'avoir le mâle, femelle, éduqué à la maison, adulte, 7 et bientôt 10 ans. Avoir un chiot à ce moment-là, ça va être tellement productif. Mais c'est tellement productif. Ils vont passer pour toi. C'est sûr. Ils vont travailler pour toi. Ils vont faire un travail de ouf en fait que moi je vois pas besoin de faire. Et même au-delà du travail éducatif, je trouve le travail sur la dépense physique aussi, tu vois. Le chiot va forcément se focaliser un peu sur eux, ils vont forcément jouer, s'exciter. Quelqu'un qui a juste un chiot chez lui, il doit faire ce travail de dépense physique, d'occupation, etc. Où là au moins en fait j'aurais ça en fait en moins à faire aussi. En moins. Si tu veux créer du lien, tu vas devoir quand même Bien sûr, tu vas le faire, c'est pas ça, j'ai juste que le surplus d'énergie, je ne vais pas devoir le gérer parce que le surplus d'énergie, naturellement, il va aller le gérer avec le chien. Et ça, c'est ouf, quoi, tu vois. Après, la difficulté, c'est de rebifurquer le chiot sur toi et qu'il ne reste pas focalisé sur les adultes parce qu'en fait, c'est ce qui se passe souvent quand on a 2-3 chiens, souvent 2 chiens. C'est que le deuxième chien se reste focalisé sur le premier chien, tandis que le premier chien est focalisé sur l'humain. Et ça, quelle difficulté. Mais toi, t'as pas trop ça en fait, je trouve, avec Thalia en fait. Non, parce que Happy, elle est non, mais parce que en gros, alors Happy, elle a pas justement géré le trop plein d'énergie. Parce qu'Happy, quand Thalia elle est arrivée, Happy elle avait 10 ans, 9 ans et demi, 10 ans. Et donc Happy, elle voulait pas se faire emmerder quoi. C'est pas grave, elle joue pas Happy avec les autres chiens. Pareil, il y a un chien qui veut venir la voir, elle va se faire sentir, elle va se barrer. S'il insiste, boum, elle va l'envoyer péter et voilà, pour avoir terminé. Et ce qui s'est passé avec Thalia quoi. Donc Thalia elle a compris, et ce qui a été bien du coup, elle a compris les codes. C'est-à-dire un chien qui grogne, un chien qui m'envoie chier, ben, je respecte et je m'en vais, tu vois. Moi j'ai renforcé ça. Mais derrière du coup Thalia sur trop plein d'énergie, elle pouvait pas en fait le faire avec le libérer sur Happy parce qu'à chaque fois qu'elle voulait le libérer sur Happy, elle se faisait envoyer péter. Donc à ce moment-là, c'était à moi de gérer le truc. Et donc ce qui fait que Thalia elle a pas pris le lien sur Happy, elle a pris le lien sur moi parce qu'à chaque fois, c'était clair moi qui moi c'est pareil, les sur la dépense énergétique. Elle a 6 ans. Elle aime pas jouer avec les autres chiens, elle aime bien être dans son. Quelle différence de gabarit entre les deux aussi. Bah c'est ça, le problème c'est que Lexi, elle grogne, elle lui monte les dents. Après elle lui met la patte sur la tête, genre vas-y t'es pas c'est ça. Juste pour ceux qui nous écoutent, c'est un split, c'est un croisé bouvier. Ça va Bernard. Si, il y a une sacrée différence. Il y a 40 kg d'écart quoi, pratiquement. Donc voilà. Ouais, forcément pour ça. Mais ça n'empêche que ça peut et ça doit respecter. C'est vrai, moi je renforce. Elles s'entendent très bien. Toi, t'as un peu comme moi, je pense. Quand même,
Roupi et Tao, alors on va parler des deux autres, mais Roupi et Tao, je pense qu'ils ont une relation en fait quand même bien. Oui, c'est clair. Tout en ayant un chien, j'avoue quoi. Ça joue fort, ça joue un peu trop musclé, ce qui me fait un peu galérer du coup avec les autres chiens d'ailleurs, parce que Tao met un peu trop de jus. Mais avec Roupi c'est excellent, après ça met des stops et ils se développent très bien ensemble. Et avec les deux. Ils sont quand même détachés, je trouve. Ah oui, complètement, ils savent jouer. Roupi, mais ils jouent ensemble les deux quoi. Ils savent jouer, ils savent s'arrêter, et enfin c'est surtout Roupi qui s'est arrêté Tao. Mais par exemple, toi j'ai deux petits chiens qui doivent faire même pas 10 kilos et qui ont 15 ans tous les deux. Clairement, eux ils sont tranquilles dans leur fauteuil, on les fait pas chier parce que voilà, les chiens ne vont pas vers eux parce qu'ils ont pas envie, ils ont plus l'âge de ça. Et les deux ont très bien compris. Tao il a beau être plein de jus, il sait très bien que s'il veut jouer, c'est pas avec papy mamie, c'est avec Tiffy. Donc ça veut dire en fait que si c'est ton deuxième chien, il focus sur ton premier chien, c'est que c'est mâle femelle, c'est en fait à peu près la même race, même gabarit, même énergie. Tu vois, c'est parce que là en fait. J'écoute en fait vous trois ils sont pas en fait forcément hyper attachés les uns aux autres. Tu vois, ils sont attachés. Django et Maybe sont attaqués l'un à l'autre, ils sont fusionnés. Non, pas Django, Maybe. Ah ouais, là, c'est une. Ça me rend ouf, tu vois. Et tu les vois balader. Moi, ça me rend ouf, tu vois. Il va lui faire un truc, elle va lui faire le truc, tu vois. Ça va. Ah, mais bon, t'as eu Maybe chiot. Ah ouais. Et Django, du coup, il était avec quel âge? Il avait que 3 ans, Django. Ouais. Et donc, son rôle à cœur de. Ah ouais, direct, à mon avis, je pense qu'avec le caractère de leadership et vu qui était dedans et tout, et puis elle, il a pris le rôle à la maison. Le côté peureux sur un leader. Ah bah direct, lui c'est un malade. Et du coup, en fait, c'est. Je pense que c'est pas mâle femelle, c'est le caractère de Django qui a fait que Maybe, elle est allée en fait et le prendre comme ça en tant que protecteur et attends, vas-y, je vais le suivre partout avec lui, je suis en sécurité de ouf. Et c'est trop bien. Pour moi, je pense que c'est son caractère. Ouais, t'as raison, parce que je pense que si je fais l'inverse et que j'ai d'abord Maybe et que Django arrive après, bah non, bah c'est mort. Je pense qu'il se focus c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que justement, Django il va casser un peu le lien. Ouais. S'il fait ça, parce que Django lui il va pas vouloir trop se faire embêter, machin et tout. Et donc il va envoyer Maybe un petit peu péter. Et ce qui fait que Maybe elle va dire vas-y, lui bon, il veut être tranquille, je vais respecter, je vais laisser tranquille, donc elle va pas le suivre partout. Dans l'inverse, du coup, je pense que c'est son caractère, Django. Tu le verras avec ton show qui arrive bientôt. Ouais, non, parce que je vais faire gaffe à ça, t'inquiète. T'inquiète que je vais faire gaffe. Toujours pour parler de ça, il y avait une autre question un petit peu plus précise. Mon chien est réactif à un seul type de congénère. Pourquoi? Une race ou un. Ouais, c'est ce que j'avais posé. Un seul type de congénère, ça dépend. Si c'est une race de chien, c'est possible. Mon chien est beaucoup plus réactif lorsqu'il croise un congénère en particulier. Donc c'est peut-être que je comprends pas forcément les races. C'est par exemple le chien du voisin qui habite au 36 quoi. C'est ce chien-là. On va faire les deux. Si c'est ce chien-là, c'est plus facile pour nous de comprendre. Les deux, encore que les deux, ça reste facile quoi. Il y a deux expériences qui s'est passées, soit avec le chien du voisin, ou soit le chien du voisin, admettons, je dis une bêtise, c'est un labrador. Et son chien dans la vie, par exemple, il y a 6 mois, il a eu une mauvaise expérience avec un labrador, et il va généraliser avec tous les labradors, ce qui fait que même s'il n'y a pas eu une mauvaise expérience avec ce chien-là du voisin, il va quand même en fait être réactif parce que c'est ce congénère là quoi. Moi je pense que c'est comme ça, je pense que ça part d'une mauvaise expérience. Si, je pense que tu as raison, mais je pense que si tu as un chien qui généralise juste à la race, c'est que tu as un chien qui a eu beaucoup d'expérience. Parce que la plupart des chiens, quand ils se prennent une tannée, ils généralisent sur tous les chiens. Tu vois? Maybe moi je généralise à la race. Je peux taper par un Saint-Bernard, après quand j'arrive avec un Saint-Bernard, je galère. Tu vois, parce que elle est persuadée que c'est un tueur. Et j'ai exactement la même chose avec un Canet Corso. Moi, avec Talia, le Canet Corso, elle est jeune, elle a des contacts, voilà. Et elle s'est pris 2 tannées par 2 Canet Corso. Et maintenant, les Canet Corso, c'est fini. C'est pas les tannées, c'est pas des tannées. Ah oui, c'est dégagé, machin, etc. Nous, on est en muselière. Elle s'est fait passer, Talia, par un. On dit ça, mais quand le chien est en muselière et qu'il vient taper ton chien. Dans tous les cas, aussi, ça reste traumatisant pour le chien. C'est comme si tu prenais un coup de poing avec un coup de boxe. Exactement la même chose. C'est pareil, ça fait moins mal. C'est pour dire qu'on va pas les mettre nos chiens en danger. Non, jamais. Ah oui, non, c'est sûr. On force un petit peu. Mais donc, du coup, ce qui fait que mauvaise expérience avec un chien, et tu as raison là-dessus, il faut dire qu'il y a un chien qui a énormément d'expérience, il peut généraliser que par la race. Si c'est un chien qui a vu 10 chiens dans sa vie, il va généraliser sur tout, il ne va pas généraliser que du coup, comment y remédier? En fait, essayer de trouver d'autres labradors, par exemple, positifs et respectueux, et de mettre en contact. Au bout de 10-15 contacts, pardon, je te laisse parler, et ben en fait, ça va fonctionner.
Ok, c'est beau. C'était plutôt. Je pense qu'il y a que ça. Je pense que c'est pas une mauvaise expérience. Est-ce que c'est pas aussi un chien de voisin proche qui serait un chien sonnette qui croise du coup un peu une fois par jour, enfin, il y a pour moi plusieurs choses, ou est-ce que c'est pas à chaque fois qu'il se balade, du coup, là où le propriétaire qui stresse aussi à chaque fois. Que ce soit pas il y a quand même plusieurs facteurs, je pense. Quoi. Après, il y a un truc de ouf aussi, c'est tu te balades dans ton quartier, il y a un chien de l'autre côté du trottoir qui te gueule toujours dessus, toujours le même, il gueule. Donc le chien il commence à gueuler aussi parce qu'en fait il répond à l'énergie en face, et puis il se sent agressé, etc. Même s'il ne devrait pas le faire, c'est dur émotionnellement pour le chien de se tenir. Et après, c'est un cercle vicieux. C'est attendre que tu les mets à deux ensemble, ça peut aller, tu vois. C'est juste de loin, tenu en laisse, avec tout le monde qui stresse, c'est attendre que tu les mets à deux, c'est fini. Les chiens à l'arrière, quoi. Bien souvent, tu ouvres la grille, et après, ils sortent. Alors, on ne dit pas qu'il faut le faire. Ça n'a pas me mettre. Mais non, t'inquiète, il faut y aller. Et moi, clairement, mes chiens devant chez moi, ça passe, ça fait un peu de garde, quoi. Je trouve ça à peu près normal, quoi. Elle le fait aussi. Et après, au contact, j'ai aucun souci. Mais même, tu dis, mon Malou, le labrador il est pareil, ça protège, ça garde un peu la maison et quelque part je trouve ça relativement normal. Ah ouais, nous sur du Malou, alors moi j'ai demandé en fait que ce soit raisonnable et intelligent en fait du coup parce que j'ai beaucoup de passages, du coup en fait il gueule pas sur une voiture qui passe, il y a des gens qui s'arrêtent avec deux chiens qui sont un peu... Moi c'est pour des cailloux tu vois, c'est quelqu'un qui marche dans les cailloux tout de suite, là tout de suite ça va aboyer un petit peu tu vois, en venant me regarder en mode... Il y a quelqu'un là qui arrive. Donc ça c'est plutôt. Mais après il faut pas que ce soit excessif. Je pense aussi il y en a trop qui disent ouais par exemple pour revenir sur la garde, oui bah mon chien il garde c'est normal, mon malinois il garde c'est normal et après il nous appelle parce que ouais mais il arrête pas de gueuler, parce qu'en fait c'est des limites. Si tu réveilles son instinct et que tu le laisses se conforter dedans en fait. Mais après c'est une galère aussi de stopper la garde. Moi j'ai déménagé il y a pas si longtemps au final. Ils ont créé ça un petit peu depuis que je suis en campagne, il y avait la campagne d'ailleurs. Et où à la base ils voyaient personne passer devant la baraque, j'étais en appartement. Et là ils ont créé un petit peu ça pour aller arrêter ça, c'est un petit peu galère quoi, pour aller mettre son nez dedans à chaque fois qu'ils sont dans le jardin. C'est la cohérence. Voilà, mais voilà, t'arrives pas à aller au bout des choses. Moi si à ma voiture, il gueule pas, si je pars, je sais que ça gueule, tu vois. Parce qu'Amandine elle n'a pas la cohérence et surtout qu'elle se sent en sécurité. Que ça gueule. Ça la dérange pas. Tu vois. Mais après ça crée de la déviance. Par exemple, un samedi soir, j'étais pas chez moi, elle m'a appelé en mode oh putain, les chiens sont en train de grogner, c'est qu'il y a quelqu'un autour de la maison, etc. Mais je suis sûr qu'elle a entendu un bruit, elle a flippé un petit peu. Jean-Go, il a vu ça, il était à la porte, il a grogné. Du coup, elle s'est dit ouh, il y a vraiment quelqu'un. C'est sûr. Tu vois, parce que je lui ai dit bah vas-y, ouvre la porte, lâche les chiens, tu vois, on verra. Il n'y avait rien. Mais c'est juste que son émotion à elle, lui il s'est dit putain elle est en sécurité, elle est pas bien, je vais l'aider. Et en fait ça a créé en fait un petit cercle vicieux, tous les deux se sont engrenés, ils étaient en panique, alors qu'en fait il n'y avait rien, tu vois. Puis en vrai, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la marche en laisse, ça revient à l'émotion du propriétaire qu'on envoie à nos chiens, qui eux c'est des super éponges à tout. Mais non, moi je trouve que ça va même plus loin que ça, c'est que le fait qu'elle l'autorise et que lui, eux ils comprennent qu'elle veut ça d'eux, ils vont recommencer. Et ben dans différentes situations, ça a un impact. C'est ça, moi je pense que c'est encore plus fort que ça. C'est moi je peux stresser chez moi, jamais, j'ai jamais vu encore aujourd'hui, Django grogner parce que j'étais en stress sur quelque chose, tu vois. Tu vois, ça m'arrive plein de fois, des fois de me lever, tu entends un bruit, un truc, tu te lèves un peu au taquet, tu dis oh putain il se passe quoi, tu vois. Mais ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie. Jamais Django il est venu à côté de moi en mode vas-y on y va. Parce que tu l'as jamais appelé. Parce que j'ai jamais appelé, parce que s'il vient, qu'est-ce que je vais avoir comme réflexe? Non, fille. Mais voilà, parce que ça peut arriver à Marie il n'y a pas longtemps, des gens qui viennent, je sais plus pour faire la façade, je sais pas quoi, qu'on ne connaissait pas, qui viennent faire du porte-à-porte. Marie elle a pris un petit coup de stress sans rien dire. Et voilà, il n'y avait juste plus moyen d'approcher. Et là, quelque part, Marie, elle n'a pas la main mise sur bien sûr. Assez. Et clairement, il y avait des babines, on comptait ses dents. Pire que ça, en fait, ils sont mes parents, avec le berger de Podal, qui a collé le facteur sur le mur avec ma mère. Tu vois, ils ont gueulé un peu, ils se sont en fait un peu excités, énervés, tu vois. Bah, il a gueulé, morsure, mais voilà, mais donc dans la garde, il y avait un berger de Podal, chaque protection, pareil. Si en fait, tu vois, c'est son instinct, tu vois.
C'est ça, mais donc encore une fois, on les déclenche un petit peu, malgré nous, sans trop le vouloir. Les émotions. Et après, Marie, je suis rentré, elle m'a dit j'étais content parce que les mecs, je les sentais pas. Et ouais, donc quelque part, il faut savoir ce qu'on crée, il faut savoir comment on le fait. Moi, ça m'arrive aussi avec Lexi. On a eu des gens il y a pas longtemps qui sont venus, en fait, on a vu après, ils sont venus se servir, ils sont venus voler dans ma cour. Enfin bref, j'avais Lexi qui grognait, qui aboyait partout. Enfin, bon, clairement, si j'ouvre la porte et que je la lâche, ça fait pas le même effet. Donc bon, je suis pas allée. Mais dès qu'elle entend le petit bruit, tu vois, moi j'ai le petit pic de stress, surtout quand je suis toute seule la nuit. Elle va se lever, elle va y aller, alors qu'on parlait, elle dort à son fou royal. Mais en fait, si j'ai le petit stress, elle me Après, toi, je pense que ta relation avec Lexi, en fait, elle est différente aussi qu'avec Harley. De ce que j'ai pu voir, en fait, vous êtes quand même en mode fusion. Ah oui. Et du coup, en fait, les émotions, je pense qu'ils sont transmises encore plus facilement, plus rapidement. Ces petits chiens, puis j'étais toute seule avec elle. Quand je suis toute seule avec elle, c'était gros câlin. Puis j'avais pas les mêmes connaissances non plus que maintenant. Oui, bien sûr. J'ai fait des conneries aussi avec elle. Après, t'as la chance de base, c'est un chien de ouf, tu vois. C'est un chien excellent, en fait, qui cherche pas le mal, qui a pas de. Voilà. Donc en fait, ça n'a pas de déviance comportementale. Ça aurait pu avoir l'hyper-attachement d'ailleurs. Oui, ça aurait pu être possible. Mais après, en fait, c'est vrai que Vogue, à la fois, quand on a fait l'apéro dog, elle n'a pas bougé en une heure. C'est ça. Je prendrais la pile. Oui, c'est vrai, de ouf. C'est pareil. Non, mais très bien, je pense qu'on a répondu. On a un petit peu dévié, mais on a répondu. Alors, on a eu en fait notre premier haters, je sais pas comment on dit ça. Tout doit être comme ça. Ouais, je pense. Ça doit être comme ça. On n'est pas d'accord. Je vais dire un petit peu ce qu'elle a dit. Les émotions du bébé, le développement du cerveau. C'est pas votre truc apparemment. Le chien n'a pas la notion de bêtise, c'est juste qu'il était en stress. Et on est en 2023, renseignez-vous sur les connaissances en éthologie, les émotions du chien, le développement du cerveau, au lieu de votre petit confort, la maltraitance qui s'ensuit. Alors pour petit confort, je bois une petite goutte de bière dans mon canapé bien confortable. Ouais. Alors, les émotions du bébé, le développement de son cerveau. Nous en fait on est quand même en fait assez d'accord sur le fait en fait que, enfin en tout cas moi personnellement, je fais souvent le parallèle entre un enfant et le chien, tu vois, dans ma vie de tous les jours. Tu vas retrouver des haters, ça. Je passe ma vie à faire ça tout en disant qu'effectivement l'anthropomorphisme c'est un peu une connerie, c'est deux espèces différentes, on est complètement d'accord, mais ça n'empêche que en tout cas pour expliquer un peu à nos clients ce qu'on veut, mettre des images c'est un petit peu plus parlant pour les gens, mais ça n'empêche qu'effectivement un chien c'est un chien, ça pense pas comme un humain. Et ça, je suis mille fois d'accord, mais bon, ça n'empêche que voilà, il faut essayer d'amener les gens où il faut, leur faire comprendre des choses. Les gens ne parlent pas forcément tous chien, en tout cas, même peu de gens parlent un peu le langage du chien. Du coup, voilà, ça me permet de faire des raccourcis et d'essayer d'expliquer un petit peu comment on se comporte des fois avec un enfant et pourquoi ce genre de choses peut marcher aussi avec. Est-ce que le parallèle pour toi il est réel? C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose, c'est juste pour montrer ou est-ce que c'est la vérité? Bien souvent, il y a des similitudes claires. Bien sûr. Mais en tout cas, dans le comportement à adopter, mais effectivement, le chien ne pense pas la même chose que nous. Les mêmes besoins, la même façon de communiquer, voilà. Je crois que personne ne parle de le chien n'a pas de notion de bêtise. Alors, ça, c'est le truc d'après. Elle a raison, moi je trouve qu'elle a raison, le chien n'a pas la notion de bêtise. Il a 2 mois et demi quand il arrive chez toi. Mais c'est comme un gosse au final. Un nouveau-né. J'ai même plus loin que toi, je suis d'accord avec toi, et je pense que pour moi il n'a pas la notion de bêtise tout court, mais par contre la notion d'interdit. Au départ, il n'a même pas la notion de bêtise, il a la notion d'interdit. Soit il brave l'interdit, soit il brave pour moi. C'est mon idée en tout cas. Il n'a pas la notion de j'ai fait une connerie, il a la notion de j'ai fait un truc que j'ai pas le droit de faire. Une bêtise, c'est l'interdit. mais si tu lui laisses, par exemple, j'ai une bêtise, à 2 mois et demi il arrive à la maison, tu lui laisses mordiller le pied de table. Mais il sait pas que c'est un lui, il sait pas que c'est une bêtise. Si tu lui apprends pas que ça c'est une bêtise, il peut pas le savoir. Ça en fait, elle a tout à fait d'accord, je pense. Elle a raison. Jusqu'à 6 mois, tu vois. Jusqu'à 5-6 mois, en fait, je pense qu'on est d'accord. Quelqu'un qui fait bien son boulot jusqu'à 5-6 mois, qui fait bien son rôle d'éducation, il arrive en fait à dire à son chien, ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Et après, en fait, je pense que quand il va faire un truc interdit, pour moi, dans mon cœur, c'est une bêtise. Tu comprends? Pour moi, c'est de l'interdit. C'est que, en gros, ça mène à quelque chose de pas bon. C'est qu'il fait une bêtise, comme à ton gosse, il sait que c'est interdit en fait d'aller servir pour les bonbons dans le placard, et il va servir en fait un bonbon, tu vois, dans le placard discrètement, tu vois. Ça, c'est interdit, c'est une bêtise, d'accord? T'as fait une bêtise.
Pour moi, en fait, ça dépend. Après, c'est sûr que le chien, lui, ne se dit pas je fais une bêtise. Ah bah non, il se dit juste j'ai envie de ça. L'interdit. J'ai envie de ça. Et puis voilà, tu vois. Donc au final, le chiot n'a pas la notion de bêtise quand il arrive, mais à partir d'un certain âge, et en l'occurrence, je pense que 6 mois, quand c'est il y pas a eu mal. l'apprentissage. À partir de 6 mois, une fois qu'il y a l'apprentissage qui suit, bien sûr qu'il a la notion de faire de bras. Alors moi, c'est même pas ça qui me dérangeait, c'est pas la notion de bêtise. C'est juste qu'il était en stress. Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors ça c'est ouf. C'est-à-dire que pour elle, alors j'ai plus son prénom, et tant mieux pour elle parce que sinon je l'aurais dit, mais pour elle, dans son cœur, si le chien fait une bêtise, c'est qu'il est en stress. D'accord. Donc ton chien il va retourner la poubelle. C'est toujours pour c'est faire demande d'attention. C'est parce qu'il est en stress. Il va retourner la poubelle en absence. Tu vois. Donc un chiot, tu mets pas de cage au départ. Et parce qu'à la base ça part de la cage, tu vois. Ouais, je pense, ouais. Bah oui, mais ça part de la cage. Donc tu mets pas de cage, ton chiot va retourner une poubelle, bouffe toute la poubelle, c'est parce qu'il était en stress. Mais tout. Pauvre petit père. C'est vrai ou pas? Il restait tout. Ah mais il restait tout seul lunaire aussi, pauvre petit père. Pourquoi il retourne? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, mais pourquoi il retourne la poubelle? Il découvre, il a senti une odeur, ou il a essayé une fois, il a mangé un truc dedans, il a tout. Parce qu'il a pris du plaisir à le faire. Mais ouais, complètement. Il manque d'autocontrôle, machin. Et quoi, avant les 5-6 mois, ouais, c'est. Mais il mange en fait un pied de table, c'est pareil. Il dort, il se réveille. Il dit tiens, j'ai envie de à manger. 3 mois, il va pas aller chercher le jouet à l'autre bout de la maison. Et il va mâchonner pour montrer qu'il n'est pas devant. Tu vois, c'est pas qu'il est en stress. Maintenant, sur les dégâts de stress, ça va être de l'anxiété de séparation, ça va être l'hyperattachement. Ça va me faire mal d'en parler. C'est possible qu'ils soient en stress. C'est possible. Il faut dire aussi que c'est possible, mais pas 99, pas 100% du temps. Non, mais il y a des choses, ça va être de l'hyperattachement, de l'anxiété de séparation et tout. Et là, c'est pas créé à 3 mois. stress. Et quel type de dégâts c'est sur l'anxiété? Ce qui est un petit peu marrant d'ailleurs, je sais pas si vous allez me rejoindre, mais je pense, où est-ce qu'on va retrouver des dégâts d'anxiété de séparation 9 fois sur 10, ça va être la porte d'entrée, ça va être la porte qui mène à là où en gros les propriétaires, enfin il y a des endroits particuliers, j'en sais rien, si la porte d'entrée elle est là-bas et qu'il se passe rien de l'autre côté, bizarrement, en général il n'y a rien qui bouge de l'autre côté de la maison. Quoi. La petite culotte, les chaussettes, les chaussures, la télécommande, le panier de linge sale, les télécommandes, les canapés. C'est pas bon, ça veut dire que le gars il se met dans le fauteuil. Les canapés, les endroits où il y a un pool d'odeur de ouf. Mais pourquoi le chien en fait à ce moment-là sur l'anxiété de séparation, il va en fait rechercher en fait l'odeur? Non, parce qu'en gros c'est un peu. D'ailleurs ça m'a fait marrer parce que je l'ai lu il y a pas longtemps. Là-dessus, je trouve que l'interprétation de cette personne était bonne. En gros, le chien a une horloge olfactive, c'est ce que le mec me disait. Plutôt qu'en gros, il sait pas que 12 heures c'est 12 heures. C'est un moment, il y a l'odeur du maître fort qui est là, et que petit à petit, cette odeur s'estompe. Enfin, c'est son explication, je la trouvais hyper intéressante. Oui, c'est bien. Et que petit à petit, en gros, le chien vient se rattacher finalement, quand il y a de cette anxiété, à l'odeur qui n'est plus là, quoi, pour se rattacher à la présence du maître. Alors, pourquoi il est dans les canapés du coup? Parce qu'on passe on met un peu nos fesses dedans. Parce qu'il est en train de rechercher une odeur plus forte, plus intense, ce qu'il recherche même le maître en fait à ce moment-là, parce qu'il croit qu'il est présent. Et pourquoi quand la porte de piole est mal fermée, il se retrouve une fois sur deux dans ton lit aussi? C'est un peu pareil. Voilà, ils vont chercher un peu ça. Et j'ai trouvé cette interprétation d'horloge olfactive qui était hyper. Moi je la trouve très belle et j'avais du mal à me l'expliquer aussi bien que ça. Mais c'est incroyable sur du stress. Moi j'ai fait faire le test à des clients. Je leur ai dit, laissez un linge sale à vous, un t-shirt sale, et passez un t-shirt à la machine à laver et laissez le t-shirt propre. Vous allez voir quand vous allez rentrer, un chien qui détruit un petit peu les vêtements, le linge sale et tout. Et je leur ai dit, si vous voulez faire le test, vous allez voir quand vous allez rentrer, quel t-shirt il sera déchiqueté. Ils sont rentrés, le t-shirt propre, il n'a pas bougé d'un millimètre. C'est que le t-shirt sale, parce que l'odeur elle était présente dessus. Mais encore une fois, donc du coup, sur l'horloge olfactive, c'était plutôt intéressant. Après, le problème de l'anxiété, c'est que ça part. Si on parle de la vraie anxiété de séparation, c'est au-delà de l'horloge olfactive. Tu vois, non, mais bien sûr, c'est le visuel, la situation qui déclenche en fait directement l'émotion. Et là, c'est encore. Après, l'anxiété, c'est un réel trouble du comportement, que le côté galère un petit peu en absence pour un chiot et tout. C'est pas forcément l'anxiété de séparation, c'est un apprentissage de savoir rapporter un petit peu. Un chiot qui fait des bêtises, ce n'est pas du stress permanent. On est d'accord. Après, elle a mis 2 points d'exclamation. Faut faire attention. On est en 2023. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Renseignez-vous sur les connaissances en éthologie. Alors ça, c'est un grand débat. L'éthologie, en fait, c'est la connaissance en fait, des comportements normaux et naturels du chien. Normaux.
Merci. En milieu naturel, tu vois. Déjà, est-ce que nous, les chiens qu'on voit, ils vivent en milieu naturel, ils vivent pas en milieu naturel? Non. Déjà de un. Après, je pense qu'on a la connaissance du langage en fait canin. On est quand même en fait calé sur les signes d'apaisement. D'ailleurs, il faudrait qu'un jour on fasse un débat là-dessus. Signes d'apaisement, signes d'évitement, posture assertive, posture de jeu, posture de leadership, posture neutre. Voilà, il y a plein de choses en fait qu'on peut dire et que nous on connaît et qu'on comprend. On est quand même en fait en capacité, quand on voit un chien, de communiquer avec lui. Et de savoir ce qu'il ressent sans qu'il ait besoin, en fait, juste par ses postures, etc. C'est ça. Donc je pense que la connaissance en éthologie, on l'a bien. Oui, et puis au-delà de la connaissance, même l'expérience de voir. Oui. On voit quand même pas mal de chiens par an. On fait pas mal de cours qui sont récréatifs. Moi, c'est ce qui me fait progresser. J'adore ça. C'est trop bien. En gros, tu passes ta vie juste à regarder comment ça parle, comment ça communique, etc. Et que tu as beau avoir des connaissances papier. Et voir des dessins, la piloation, les oreilles, les yeux, la queue, etc. J'en passais des meilleurs. Le fait de regarder, d'observer des chiens, moi, je trouve ça juste kiffant. Parce qu'en fait, on apprend plein. Il y en a en plus qui sont un peu bancos dedans. Il y a des chiens qui, malgré eux, ont des postures de merde. Je pense à l'Akita par exemple, qui a une queue haute, qui a les oreilles dressées, qui a toujours les yeux ronds. Qui envoie malgré eux des mauvais signaux aux chiens, etc. Voir l'interprétation de tout ça. Donc, tous les chiens qui ont les yeux cachés avec les poils, voilà, il y a un truc comme ça, les brachycéphales. Bravo l'espèce humaine d'avoir vu des races. Et voilà, il y a des chiens qui sont tapés, qui sont beaucoup agressés. C'est l'Akita beaucoup de base et le bulldog français. Parce que le bulldog français, il a juste deux billes noires, les oreilles dressées comme ça, il a des mimiques, il n'a pas de queue, et en gros, c'est bien souvent, il marche comme un coq en plus. Après, il y a le rhodasien avec la crête qui est tout. Voilà, tout ça, c'est des chiens qui ont les yeux verrons aussi. À se faire agresser parce qu'ils envoient malgré eux des mauvais signaux aux chiens. En fait, et c'est intéressant. Mais bon, pour en revenir du coup sur l'éthologie, où je pense qu'on est assez calé en éthologie, en fait. Bien sûr. Alors, on n'est pas calé en fait. Moi, je il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas calé en fait, comme quelqu'un qui a passé en fait 10 ans. Mais non, on n'a pas fait 10 ans d'éthologie. Je vois pas l'intérêt en fait d'aller pousser le truc en fait sur le milieu. Enfin, si, il y a intérêt, mais de pousser autant. Moi, je pense que j'ai été formé en fait là-dessus et que ma formation est excellente et que j'ai pas besoin en fait d'aller plus loin que ça. Et que tous les jours, dans tous les cas, j'en apprends sur l'autologie du chien et je peux l'évoluer en fait et l'expérience en fait change les choses. Alors le développement d'un chiot mammifère, ouais, d'accord. Oui, heureusement qu'un chiot a un cerveau et que c'est un mammifère, effectivement. Au lieu de votre petit confort, on est bien, je pense qu'on est plutôt confortable, et puis tant mieux si on peut être confortable. Et de la maltraitance qui s'ensuit. Alors par contre là, maltraitance en fait, je trouve que c'est un gros mot, parce qu'en fait, il y a beaucoup qui vont confondre en fait le fait d'intervenir sur le chien et de mettre de l'action sur le chien comme de la maltraitance, tu vois. Pour moi, la maltraitance, c'est à partir du moment en fait où en fait tu vas mettre un coup, à partir du moment en fait où tu vas en fait gueuler sur le chien tout le temps, où en fait tu vas pas respecter ses besoins, où tu vas tout le temps en fait être dans ton cœur en fait trop invasif sur le chien, pas mettre de liberté. Passif sur le chien, l'oppression sur le chien. L'oppression en général, tu vois. Et non, pas du tout en fait ce genre en fait de comportement, heureusement, parce qu'en fait ça serait contre-productif dans l'éducation en fait en général. C'est-à-dire si tu mets trop de pression, si tu es trop en fait invasif, si tu es trop en fait dur avec le chien, mais tu n'arriveras pas en fait dans l'éducation à avoir un chien qui est obéissant, qui est en fait qui est fluide, qui est, tu vois, c'est impossible. Donc, mais ça n'empêche que tu es un peu, enfin voilà, nous on est sur du positif au maximum. Moi, c'est mon idée d'éducation, d'essayer de renforcer au maximum positivement les choses. Mais à un moment, dire merde à un chien quand tu fais n'importe quoi, tu sais pas te tenir, 1000 fois. Pas la maltraitance. Ça s'apparente pas de la maltraitance. À aucun moment, voilà, moi quand je parle d'action négative, je le dis tous les jours avec les gens, ne vous inquiétez pas, j'ai jamais levé la main sur un chien, j'ai jamais tapé un chien, je le ferai jamais. Mais ça n'empêche que un chien qui agresse de peur, de leader, je ne sais quoi, j'ai pas lui tendre une knacky en lui disant c'est bien pépère, réfléchis encore un peu, dans 5 minutes, tu vas prendre la bonne décision. Non, je vais lui dire, pour parler grossièrement, je vais lui dire un peu ta gueule, et je vais lui montrer que ça c'est pas le bon comportement. À l'inverse, 2 secondes après on refait la même situation, et ça se passe bien.
machin, complètement, je vais renforcer positivement et je vais essayer de maximiser le côté positif. Mais à un moment, je vais quand même lui dire, t'es con quand il est con. Même au contraire, tu vas dans les refuges, tu vois que des chiens qui n'ont pas été éduqués. Les gens, ils ont voulu faire peut-être de l'ultra positif, faire à leur sauce, et au final, ils se sont laissés déborder. Le chien se retrouve au refuge parce que c'était plus viable. T'as les deux extrêmes au refuge, parce que t'as aussi l'inverse. Bah oui, complètement. Celui qui se fait en fait taper dessus, ou tu vas le caresser direct, en fait il se retire, etc. En fait parce que il a eu que des mauvaises expériences et que encore une fois l'éducation, vu que ça n'a pas été fait, les personnes sont devenues violentes avec le chien parce qu'en fait voilà. Mais des extrêmes comme Martin vient de dire, c'est jamais bon en fait, c'est mauvais de côté. Nous en fait on essaie de trouver l'équilibre. C'est clair, regarde, attends, du coup j'ai la définition de la maltraitance. Vas-y. Parce que du coup je la connais pas par cœur non plus. La maltraitance peut se définir comme tout acte ou comportement physique ou verbal nuisant au bien-être, à l'épanouissement et au développement de la personne. Maltraiter, c'est porter atteinte à la personne dans son intimité ou dans son corps. Je pense que du coup, si je porte atteinte à l'épanouissement de mon chien parce que en fait je lui interdis de monter sur la table en fait et de manger le plat que je viens de cuisiner, ou parce que je lui interdis de déglinguer mon canapé, bah en gros tu es moi. Donc il y a les maltraitances, comme tu disais au début, c'est un gros mot. C'est un gros mot, il faut arrêter de dire que parce que tu dis non. Faut arrêter parce qu'il y en a qui le font vraiment. Oui, il y en a qui le font vraiment, mais je suis sur le principe, ton chien monte sur la table et il va chercher en fait ton pas, ou même pour la cage. Tu penses en fait que de mettre en cage c'est de la maltraitance. Tu vois mais encore une fois, 9 fois sur 10 et ça m'évite de racheter un canapé. Et même si elle est fermée. Il y a encore une fois de la maltraitance là-dedans, où c'est encore une fois, et comme on dit à chaque fois, les extrêmes ça va pas. La maltraitance là-bas, ça serait de laisser ton chien, tu as un boulot qui fait que tu t'en vas à 7h du matin, tu rentres à 19h, du lundi au samedi. Là, c'est de la maltraitance, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si par contre, tu as un travail qui est normal, que tu rentres le midi, que tu t'envoies 3-4 heures, que tu t'envoies 2 heures, que tu t'envoies 1 heure, que tu fais bien et que ton chien est épanoui dans sa vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il balade, qu'il promène, tu n'es pas dans de la maltraitance. C'est pour ça que c'est trop à l'extrême. Mais bon, c'est pas grave, en fait, juste on va parler à chaque fois en fait. Mais du coup, c'est bien, c'est oui, tu peux débattre et tout. Ça plutôt intéressant en fait, donc on aime bien en fait si tu veux continuer. Si vous voulez d'autres définitions. Du coup en fait on parlait justement de la maltraitance, donc du coup on fait tout ce qui est un petit peu négatif et actions négatives. Est-ce que vous pensez en fait que c'est possible de rééduquer en fait un chien qui est réactif, c'est-à-dire qui est réactif positif ou négatif d'ailleurs, vis-à-vis en fait de ses congénères, vis-à-vis d'un humain, vis-à-vis d'une trottinette, vis-à-vis en fait d'une voiture, sans mettre d'action négative? Donc R+, R+. Non, R+, P-. R+, P-. Si tu as 45 heures par semaine à faire à ton chien, oui. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais pas dans tous les cas. Mais pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Tu crois dans tous les cas? Pas dans toutes les situations. Moi je pense que... C'est pas ma façon de travailler. C'est pas du tout ma façon de travailler où moi je vais poser les limites au chien. Je vais lui montrer que c'est interdit de sauter sur la trottinette, mais par contre, une fois qu'il ne va pas sauter sur la trottinette, je vais aller le récompenser à fond, je vais m'approcher, je vais lui faire découvrir ce que c'est. Je vais même des fois ça m'arrive même de voir une trottinette, et je l'ai encore fait il y a 2 jours, où un chien qui aboie sur les trottinettes, il y a une trottinette qui est passée, et je me suis mis à courir avec lui, tac, allez vas-y, et j'ai suivi la trottinette. Et en fait, il s'est rendu compte que même s'il y avait une trottinette, on pouvait nous aussi, c'était cool, c'était bien, et juste derrière, je me suis arrêté. Il m'a regardé, genre, ouais, en fait c'était normal, et après il y a une autre trottinette qui est passée, bah, il s'en fout, et à ce moment-là, par contre j'ai renforcé positivement de ouf, mais j'ai posé la limite au début, sur la première trottinette, il commence à courir, aboyer dessus, bah non, en fait je l'interdis, t'as pas à faire ça, par contre quand nous on est en train de courir, quand tu le fais pas, je viens de te montrer que c'était interdit, je viens de te montrer que t'étais, que tu faisais en fait un peu n'importe quoi et que t'arrivais pas à gérer l'émotion d'une trottinette, une fois que tu gères ton émotion là-dessus, c'est trop bien, c'est ce que j'attends de toi. Et après, je zappe complètement. Il y a une trottinette, je m'en fous, je continue d'avancer. Moi, le problème, je pense que si tu casses pas le négatif, c'est-à-dire le fait en fait d'agresser, le fait de sauter, c'est juste qu'il fuit. Enfin, si, tu peux faire dire plus. Ah oui, s'il fuit, oui. Mais si en fait il agresse, le problème, je trouve que si tu casses pas le négatif, t'arrives pas à mettre du positif. Tu vois? Parce qu'en fait, t'arrives pas à de prédation, là, au final, enfin de prédation, que ce soit sans trottinette. Je pense traumatisme, en fait, un jour, en fait, il y a une trottinette, tu l'as foncé dedans, maintenant, oui. Une trottinette, en fait, il flippe en fait à mort. Je pense, en fait, traumatisé avec les congénères, il y a eu des bagarres entre chiens, du coup, maintenant, dès qu'ils font un chien, ils chargent, ils gueulent. Je pense que ces cas-là, en vrai, si tu le faisais que en R+, P-, ça serait beau.
mais est-ce que c'est viable? C'est-à-dire que le jour où tu balades, tu fais en R plus P-, c'est-à-dire que tu prends une distance de balade, et pour pas que ça réagisse, dès que ça réagit, en fait, tu reprends la distance, tu renforces en fait de loin, etc. Mais le problème, c'est que tu te balades un jour dans la rue, tu prends un virage, et tu te retrouves en face à face. Mais tu comprends pas. Ça repart. Après, tu peux te dire dans ta tête, oui, c'est normal. C'était trop dur. C'était trop dur. Mais après, le problème, c'est que jamais dans ce cas-là, ils auront le résultat que nous avons avec nos chiens. Après, on va te dire, et ce sera la réponse de madame la semaine prochaine peut-être, on va te dire oui, mais ça se fait pas en un jour, il faut prendre son temps. Mais, oui, on est d'accord, mais à un moment, il va falloir, il faut mettre un petit peu des mesures. Chaque personne n'a pas 70 heures à consacrer à son chien par semaine, ce qui est à peu près normal. Moi, j'adore mes chiens, je bosse dedans et je prends du temps pour eux. Ça prend beaucoup plus de temps que la plupart des gens. Oui, voilà, malgré tout, voilà, il y a quand même du travail derrière, tout n'est pas parfait, tout ne sera jamais parfait. Et j'ai pas envie d'attendre les 9 ans de mon chien pour qu'il commence à comprendre qu'un jogger, on ne prend pas le mollet, c'est pas bien. D'accord, à un moment, je lui indique et je veux que ça aille un petit peu plus vite. Donc, fatalement, ça passe par des choses qui sont, par des sanctions, des moments où je montre que c'est pas bien, pour après valider complètement positivement. Mais voilà, effectivement, si tu as 200 heures pour croiser, faire passer 50, je parle du jogger par exemple, mais 50 joggers, 1 à 50 mètres, puis 49 mètres, puis 48 mètres. Et à un moment, voilà, ça peut plus t'arriver. Et puis entre deux, tu vas te taper 2 mauvaises expériences. Comme tu dis, il va au coin de rue, le jogger il va arriver, puis ça repart. Alors, 50 mètres. C'est ça. Toutes tes balades, ça met du stress. Et à un moment, voilà. Tu vas trop gérer ton environnement. Et on y revient pareil avec Peps. Peps, il était passé sur un ultra positif au départ. Et donc, du coup, ça commençait à fonctionner. Mais s'il était resté sur l'ultra positif, ça aurait fonctionné. Mais dans 3 ans. Dans 3 ans. Non, il est passé par le niveau auquel il est aujourd'hui. Ah bah dans le niveau dans lequel il est aujourd'hui, oui mais Pep c'est réactif, machin, etc. J'ai passé 2 heures devant mon chien qui était empêché. Tu fais un boulot de monstre sur lui, et derrière maintenant il est où Pep? En récré, il joue avec tous les autres chiens, et il vient à tous les cours collectifs, et ça s'entend bien avec tous les autres chiens, et il est plutôt réactif. Mais pourquoi? Parce que du coup, on n'a pas fait que l'ultra positif, on lui a montré ce qui était interdit, mais par contre, une fois qu'il respectait les interdits, là, on a mis de l'ultra positif. On en revient toujours au même. On en revient toujours pareil, où il faut poser les limites, et que les extrêmes, c'est pas bon. Et que les extrêmes, c'est pas bon. Encore une fois, là, on dit que c'est viable. Enfin, c'est pas viable, mais on dit que c'est possible. Mais viable en société, je sais pas si c'est possible. Voilà, c'est quelqu'un qui est retraité à 45 ans et qui a 70 heures par semaine pour enfin j'exagère sur tout là. Qui passe sa vie en fait. Mais voilà, qui passe sa vie dedans. Et il faut avoir et surtout, comment dire, je dis une bêtise, un chien qui est réactif au jogger. Faut les avoir. Demain, perso, il faut les avoir, mes joggers, faut les avoir, mes situations. Parce que moi, perso, en tout cas, même en tant qu'éducateur canin, je sais pas claquer des doigts, avoir 40 joggers, et je vais lui dire, bah toi tu pars à 50 mètres, toi tu pars à 30, toi tu pars à 20, toi tu pars à 25, toi tu pars à 36. Donc il fait un moment, il faut les trouver les situations. Hein. Okay. Même là-dessus, avec nos chiens, des fois, en manque de 4 chiens, il y a 2 chiens, enfin, c'est un peu une paire de chiens qu'on arrive à faire croiser, plus des chiens. Moi des gens, malgré tout, des fois j'ai l'impression de manquer de chiens parce que ça commence à se familiariser trop avec mon chien, du coup ça triche. Et du coup, les personnes recroisent un chien derrière et ça remerdouille. Voilà, ton chien, il a un contact avec un autre chien toute sa vie. Il saura que ce chien-là, c'est tel ou tel individu. Oui. Et tu pourras plus tricher en fait. C'est ça que nos chiens, on les utilise au début des séances, mais en vrai, assez rapidement, on va aller chercher des autres chiens. C'est pour ça qu'on est content quand on se croise, parce qu'on change de chien, parce qu'en fait, on va chercher des autres chiens pour essayer en fait, de mettre plus de distraction et d'augmenter en fait, la distraction en fait, à ce moment-là. Mais voilà, mais c'était excellent. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec tout ça. C'est bien. Et je pense qu'on va devoir aller bosser. Je pense qu'on va devoir aller travailler aussi. C'est vrai? Bah ouais. Ah ouais. Quel est le caractère que vous préférez chez le chien, qui vous correspond le mieux? Qu'est-ce que tu entends par caractère? Quel est le chien que quand tu arrives en fait à domicile, première séance, tu vois le chien et qu'il y a un feeling, qu'il y a du cœur, que tu te dis oh putain lui je kiffe et tout, tu vois. Mais je dis pas que tu vas pas kiffer les autres, je dis juste en fait quel est le chien où tu te dis quand je vois ce type de chien je kiffe. De tempérament ou de. Tempérament, caractère, tout, ce que tu veux. Caractère, race, tout. Attends, parce que là du coup. Je suis pas d'accord. Tu nous lâches. C'est la question de trop. Ça veut dire aller travailler. C'est à droite qui a bipé. Ça va. Non, mais vas-y, je vais faire des bons à tout le monde. J'aime bien tous les chiens, mais de base, déjà un grand chien.
Moi, c'est des choses qui me font kiffer. Plus c'est sur la taille. Beaucoup. Non, mais de base, j'ai un a priori sur les petits chiens, mais en fait, bien souvent sur les duos, et désolé pour mes clients qui ont des petits chiens, je les adore quand même, je vous jure que c'est vrai. J'ai plutôt grand chien, et qu'est-ce que je vais aimer? Je vais aimer des races qui répondent un peu. Typiquement, toi, Harley, qui a un croisé Bouvier Saint-Bernard, c'est pas tout à fait ce que je kiffe, parce que c'est des chiens qui sont nonchalants, qui sont assez calmes de base. Moi, j'aime bien quand ça a du jus en gros. Ouais, et que ça peut renvoyer du peps, c'est assis couché de la patte debout, tourne, roule pan et machin, ça va à 2000 à l'heure. C'est pas du tout ce qu'on va demander à un Bouvier, ce qu'on va demander à un Saint-Bernard. Tout ça, je te le fais, mais dans une demi-heure. Ouais, une demi-heure entre chaque corps. Non, mais voilà, donc moi, un truc qui a du peps, qui envoie du jus, donc le Malou, quelque part, j'adore. Les chiens qui ont un peu de jus. Chien avec pas trop moteur. Tempérament. Ah ouais. Et je me mets des bâtons dans les roues. Ah putain, l'inverse de moi quoi. Et j'adore ça. Et pourquoi? Parce que je le récompense par son patron moteur. Ouais. Et donc du coup je le fais. Après j'en des patrons moteurs. Ouais, alors il y a des patrons moteurs, pas tous. Enfin, tout chien. Si. Chien de travail, oui. Ah, ça peut être un bon débat pour la prochaine fois. mais sur le principe où du chien de travail. Donc on peut avoir du berger allemand en recherche, on peut avoir du malinois en recherche aussi, on peut avoir du chien de chasse, on peut avoir du golden ou du labrador en chien guide d'aveugle. Enfin, on peut vraiment avoir plein de chiens avec des gros patrons moteurs. Moi j'adore. Je me mets des bâtons dans les roues de ouf parce qu'il y a des patrons moteurs qui nous font et des instincts qui nous font galérer. Je pense à la garde, les instincts de garde sur des. Là j'ai un berger des Pyrénées, j'ai un berger de l'Atelier et tout qui ont des instincts de fou furieux, de protection de malade, mais je kiffe en fait. Je kiffe, ça me met des bâtons dans les roues parce que c'est galère à travailler. Et tu es conscient de ça et tu kiffes. Et je kiffe en fait, c'est surtout avoir une limite entre je t'autorise et je t'autorise pas, à avoir ce patron moteur là maintenant. Comment dire, parce que là on est en train de balader tranquille, par exemple sur un chien par exemple de chasse, mon propriétaire je lui dis non là on est au parc, c'est mort. Il doit vous écouter. Et donc il faut qu'il arrête d'être tout le temps né au sol, il faut qu'il vienne vous regarder, machin, etc. Hyper dur, mais par contre derrière, attendez, on va aller derrière le parc. Et derrière le parc, il y a une grande étendue d'herbe, vas-y, mettez la longe, récompensez-le. Et faites-lui kiffer quoi. Et du coup là, à ce moment-là, j'adore. Ce qui est marrant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui prennent des chiens qui sont prédisposés entre guillemets à la garde, qui sont prédisposés à la recherche, etc., à la chasse, et qui n'en font pas. Et c'est là où c'est kiffant aussi de trouver des palliatifs. C'est kiffant de trouver un palliatif. Et de trouver des moyens de dépenser ses chiens, parce que je pense à la race de chien de la Tombrac, là, quand ça va pas à la chasse, si tu leur trouves pas des trucs à chercher, en gros se servir de leur parent. C'est pareil pour un machin, c'est pareil pour des chiens de recherche. C'est pareil pour des chiens de recherche. Moi je kiffe ça. Moi, parce que je préfère, c'est avec les chiots. Quand j'arrive, je vois le petit chiot. Petit cœur de maman, ouais. C'est ça. Non, les chiots, j'aime bien. J'ai trois roumains et j'aime bien en fait. Je te rejoins sur le côté craintif des roumains, mais en même temps qui évolue hyper vite. Ouais, c'est ça. Et puis souvent, quand tu as les propriétaires qui ont adopté des roumains, ils sont hyper investis, ils ont envie que ça se passe bien. Donc, moi je trouve que les chiots ça va super bien. Je trouve qu'en fait un chien craintif ça peut t'aller de ouf aussi parce que en fait tu vas avoir en fait l'énergie et le cœur en fait de l'amener en fait dans les niveaux de difficulté en fait progressivement et du coup en fait c'est vrai que je trouve ça. Ouais, c'est ce que je préfère. Et bizarrement moi tu vois ce que je préférais dans le chien, dans les comportements du chien, c'est les extrêmes. C'est le chien qui veut défoncer tout le monde. C'est le chien. C'est changer les choses. C'est le chien, voilà, exactement. C'est le chien qui a peur et que tu peux pas sortir et tu sors la laisse, il est comme ça. C'est le chien qui fait qu'une chose, c'est gifler par terre alors que tu vas vouloir toi qui te regarde en permanence. Et en fait, c'est que tu fais pas kiffer sur le moment. Ah non, sur le moment, il te fait pas kiffer parce que du coup tu galères. Mais en même temps, après il faut que tu aies un propriétaire qui s'investisse parce que tu n'es pas musicien en univers, c'est pas possible. Et si tu as ton propriétaire à côté qui s'investit, tu reviens l'heure d'après, comment ça va? Et là, je peux te garantir que moi, comment ça va, je suis comme ça. J'espère que ça a été. Et là, ton propriétaire qui te dit, bah ouais, ça va mieux, machin et tout, il y a encore ça, il y a encore ça. Et là, tu t'investis. Toi, pendant la séance, tu progresses. Ton client, il progresse encore plus. C'est fou. Tu passes d'un tueur en 3 heures à un chien qui arrive à se faire renifler par un autre chien qui arrive à faire un face-à-face. C'est magique, c'est magistral. Et encore une fois, c'est quand tu changes fort les choses. Comme Sissi, celle que je vous disais que ça faisait 9 mois qu'elle n'avait pas réussi à sortir, elle avait peur du collier, du harnais. Et quand on l'a fait sortir, mais c'était tellement kiffant, la propriétaire, elle m'a dit je sais combien de fois merci. Même moi, j'ai kiffé. Je pense qu'on a tous des exemples comme ça. J'en ai un et c'était génial, Akita, croisé, dogger argentin.
Voilà, je vois ça sur le papier, je me dis oh mon dieu, le chien n'a pas promené depuis 2 ans parce que la dame elle doit faire 50 kg tout mouillé, enfin le chien il est plus lourd qu'elle. Hyper compliqué quoi. Réactif apparemment. Alors, honnêtement, sur ce chien, on ne pas vu. Et le chien, tu le sors au bout de 2 ans, je me dis mais quel enfer je vais vivre. Ça a été juste magique quoi. Le chien, on a croisé, en fait il n'y a juste rien pas réagi, c'est juste que madame elle avait des mauvaises expériences, on a bossé un peu de marche en laisse. Et là elle traîne son chien partout. Avec en 5 minutes de marche en laisse, le chien ne tirait plus, du coup il était zen. Et la dame revit quoi. Et il ne s'est pas passé grand chose. Et en fait, juste par flip, on lui donne 2 tuyaux et le chien du coup retrouve une belle vie. Parce qu'il a quand même, je te dis, pas sorti de la maison depuis 2 ans parce qu'elle flippait quoi. Et après, quelque part, je peux le comprendre quoi. Elle s'est traînée sur le dos parce qu'il a agressé un chien, il s'est fait agresser. Moi je vois Loki après, c'est pareil. Tu vois, là t'imagines, on va à Loki, on va aller au parc, on va aller en fait peut-être à Jardiland, on va changer les environnements. Alors qu'avant il ne pouvait pas sortir de chez lui quoi, tu vois, donc c'est exactement ce qu'on attend. Complètement. Ouais, moi il me faut. Enfin, celui vraiment je kiffe, ça va être en fait le référencement. T'aimes bien le malou quoi. Ça va être tout ce qui va être. Ouais, c'est vrai. Fais du référencement, c'est un beagle. Non, mais c'est pas le référencement, je veux dire en fait la réflexion. En fait, c'est ça que je kiffe. Je veux dire, j'ai fait un beagle et limite il réfléchissait trop, tu vois, mais j'ai kiffé ma séance, tu vois, il était tout dans la réflexion. Et ça c'était excellent, tu vois, avec un petit retrait, dans l'intelligence, tu vois. Il propose, c'est ça. Et ça, je kiffe de ouf d'avoir en fait un chien en fait, qui utilise bien son cerveau, qui réfléchit, qui vient demander. Et ça en fait c'est là où je vais vraiment en fait, pouvoir emmener le chien super loin. Parce qu'en fait il a envie d'eux. Ouais, après tu as aussi un peu ces chiens, il y a des chiens qui sont un peu nonchalants, qui ont envie. Et il y a des chiens qui ont envie. Et putain, c'est marrant que tu parles du beagle parce que moi typiquement c'est le genre de chien, sans faire de sale gueule dessus, c'est typiquement le genre de chien où j'ai bien souvent du mal parce qu'ils ont le pif au sol en permanence, que du coup tu as beaucoup de mal à avoir un chien concentré relativement longtemps, même si pour moi 20 minutes c'est déjà relativement long pour avoir un chien dessus. Des fois sur ces chiens-là, tu les as 5 minutes les yeux dans les yeux, sur 1 heure, t'es content. C'est vrai. Non, après tu vois, moi je pense que ça. Bon, c'était très bien. Ça roule. On va vous dire à bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. Ciao. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. À bientôt. Salut.